Ma sœur m'a caché derrière un pilier à son mariage, et pendant un instant, le monde a continué de tourner comme si je n'existais pas. Le pilier était en bois blanc peint à la chaux, un rectangle parfaitement inutile planté entre les chaises réservées aux invités. Il coupait la vue, et avec elle tout le reste, la pelouse, l'allée, l'expression de Victoria quand elle souriait à Grégory. On m'a guidée jusqu'à une rangée de chaises qui formait un demi-cercle autour de cette colonne, comme si on me mettait en vitrine et qu'il fallait que l'on regarde l'art, mais pas de trop près. Quand je me suis assise, l'étiquette en papier crème posée sur le dossier a roulé légèrement, révélant mon nom en lettres sobres. L'enveloppe crème de l'invitation était la même nuance, parfaite, immaculée, et pourtant elle avait été pliée pour me tenir à l'écart. J'ai senti la vanille avant de sentir quoi que ce soit d'autre. Pas la vanille annoncée, celle qui saute des crèmes en vitrine de ma boutique, mais une note douce, industrielle, mélangée à l'odeur des fougères de la pelouse et des fleurs de saison. Les robes flottaient autour de moi comme des smoothies de taffetas, et les rires avaient la chaleur des boissons tièdes. Ma mère, à la nare, a pris place 2 rangées devant, le menton haut, l'air d'une femme dont le seul souci était de ne pas froisser la nappe imaginaire de son monde. Victoria brillait, pas seulement par la robe, mais par le mouvement tout en contrôle. J'ai pensé à toutes les fêtes familiales où j'avais été la main qui pétrit, la voix qui ajuste la cuisson, la présence en coulisses que l'on applaudit par politesse. J'ai pensé au dîner de Thanksgiving où ma contribution disparaissait dans des compliments adressés à Victoria. « Oh, mais ta sœur a un talent pour l'esthétique. » Avec un sourire qui ne disait rien, ma mère acceptait que l'on m'appelle talent quand c'était pratique, mais jamais quand il fallait partager la lumière. Je travaille avec la pâte, pas avec des invités. J'ai appris à raconter des choses avec des textures, une ganache qui retient le regard, une meringue qui fond comme un aveu, une tarte dont le craquant rappelle un jeudi après-midi d'enfance. Mon atelier sent toujours la farine et la lavande, un peu de beurre caramélisé, des épices rangées dans des bocaux en verre avec des étiquettes écrites à la main. Quand j'ouvre la porte le matin, j'entends les croissants qui parlent encore chaud au métal des grilles. Ma vie tient dans des recettes codées et des heures qui s'enchaînent, mais je n'ai jamais confondu fourneau et tribune, je n'attends pas des projecteurs. Pourtant, il y a une pointe, fine et persistante, qui gratte quand la reconnaissance publique se transforme en une porte fermée, avec une inscription qu'on ne m'aide pas à franchir. J'ai examiné ma robe sur place, comme on vérifie une fournée. Simple, dans une nuance de gris cendré, pas pour attirer l'œil, mais pour ne pas m'effondrer sous la pression. Victoria portait une robe ivoire brodée, digne d'une vitrine. Sa coiffure n'était pas un hasard, sa main sur le bras de Grégory non plus. Leur histoire avait été soigneusement mise en scène, depuis les fiançailles dans le jardin du club. Ma mère regardait ces tableaux avec un contentement qui me laissait glacée et encore plus déterminée. Parce que si l'on m'efface, je peux au moins faire en sorte qu'un jour on me voie pour autre chose que pour être l'ombre d'une fille exemplaire. Restez, vous verrez comment une simple rencontre a tout renversé. Je ne l'ai pas dit comme une promesse théâtrale, c'était une pensée silencieuse, presque une recette. Souvent dans mon métier, une rencontre a suffi à changer le goût d'un gâteau, un ingrédient inconnu, une idée volée, une hésitation transformée en audace. Pendant la cérémonie, cela a commencé par une main qui a frôlé la mienne. Il s'appelait Julian, pas un nom de conte, juste un nom simple posé à l'oreille avec l'accent discret d'un homme qui voyage souvent entre 2 aéroports. Il a pris place à côté de moi sans bruit, comme si la place était libre depuis le début, et comme si on avait enfin voulu combler un vide. Sa veste était probablement un blazer de consultant, tissu bon, coupe nette, couleur indéfinissable entre le bleu et le gris. Il portait une montre sans clinquant, et il sentait le bois propre, comme s'il avait passé la journée à ouvrir des portes d'entreprise. Il ne portait pas de bouquet de fleurs, ni de couronne. Il ressemblait à quelqu'un qui avait l'habitude de résoudre des problèmes à table, plutôt que d'être la table lui-même. « Vous êtes bien derrière le pilier, non ?» a-t-il murmuré, pendant que le prêtre trouvait sa voix. J'ai glissé un sourire qui se voulait léger et qui portait tout le poids du passé familial. Apparemment oui. Il a hoché la tête, et ses yeux, d'un brun entre 2 teintes, ont cherché quelque chose sans jugement. Il y a dans le regard de certains étrangers une permission de parler vrai, peut-être perchée à cause du fait qu'on ne le reverra jamais, ou parce que les inconnus n'ont pas à plaire. « Je peux m'asseoir ?» a-t-il demandé. La question était absurde. Nous étions assis côte à côte, mais il avait posé la politesse en barre protectrice, comme pour annoncer qu'il n'était pas complice des habitudes de ce cercle. J'ai fait un geste, et il s'est installé. Nous avons vécu la cérémonie en tandem, partageant les mêmes fragments, un passage du prêtre sur l'attachement, un cœur qui refusait de s'émouvoir trop fort,
le frottement discret d'une chaise contre le gravier. À ma droite, la colonne me privait d'un panorama que les autres avaient. À ma gauche, Julian offrait une présence. Il s'est penché, et sa voix était basse, légèrement amusée. Vous savez que certains architectes mettent volontairement des pilastres pour créer du mystère. Ils appellent ça du caractère. Ici, c'est plutôt pour créer de l'invisibilité, ai-je murmuré. Il a ri, un rire doux, un peu surpris, qui n'avait rien de méprisant. « Vous êtes pâtissière, non ?» m'a-t-il demandé, comme s'il avait lu quelque chose sur moi sur la pointe de ma main. Comment pouvait-il savoir ? Je n'avais parlé à personne de mon atelier ce matin-là. J'ai touché le tissu de ma robe, la même manière qu'on touche une miette sur le plan de travail, et j'ai répondu sans me faire d'illusions. Oui, la pâtisserie du Lierre. Je fais des tartes, des gâteaux, des choses qu'on finit par oublier sur la table parce qu'on est occupé à regarder autre chose. Son intérêt ne sonnait pas comme une interrogation polie. Il avait une façon de retenir les mots qui ne cherchaient pas à vous vendre quelque chose, juste à comprendre. La cérémonie s'est déroulée, et derrière le pilier, nous avons parlé de petites choses, de la pluie annoncée, de la couleur du vin servi, de la façon dont Victoria avait réussi à rendre chaque détail parfait. Une main s'est trouvée à côté de la mienne sous la table, pas un geste de possession, simplement une affirmation que j'étais là. Après les vœux, pendant le cocktail, il s'est tourné vers moi avec un sourire presque complice. « Si vous voulez, je peux faire semblant d'être votre petite amie ?» a-t-il soufflé. Le monde aurait ri, ou l'aurait jugé. Peut-être que d'autres auraient vu là une opportunité de spectacle, une comédie passagère. Pour moi, ce fut d'abord une proposition simple, écarter les regards qui observent votre solitude comme s'il s'agissait d'un meuble mal à sa place. « Pourquoi feriez-vous ça ?» ai-je demandé. « Parce que je déteste quand les gens sont invisibles pour des raisons stupides. Et puis, je pourrais profiter des petits fours, » a-t-il ajouté en souriant. C'était dit à demi-voix, léger, mais la proposition portait avec elle une promesse inattendue, ne pas rester seule sous cette colonne. J'ai hésité, consciente d'un goût amer qui venait de mes années à me contenter d'être efficace sans obtenir la même place à table. Et pourtant la simplicité du geste me tenta. Qui étions-nous pour refuser une solidarité discrète ? Nous avons fait semblant. Nous avons déambulé ensemble, il a présenté sa main comme s'il me protégeait d'un courant d'air social, et moi j'ai laissé les gens présumer des choses. Les conversations ont pris la forme des cocktails, courtes, sucrées, parfois piquantes. Sous la nappe invisible des apparences, nous avons échangé des vérités minuscules. « Vous avez un nom parfait pour une pâtisserie ?» m'a-t-il dit plus tard, quand la nuit commençait à avaler la pelouse. Le Lierre n'est pas parfait. Il est juste résistant. Ai-je répondu. Il s'accroche à ce qu'on lui offre. Il a ri, mais pas sans compréhension. Nous avons parlé de nos métiers comme on échange des cartes, pas des dossiers. Lui des buildings, des réunions où l'on tente de rendre le monde plus efficace en énergie. Moi des cuves, des balances, des fourneaux. Il m'a raconté, de manière sporadique, son travail, consultant en transition énergétique, voyage entre deux clients et une ennui sous-jacent à être toujours en mode intervention. Il n'était pas du genre à se décrire comme un héros. Il était celui qui détecte les faibles lueurs et tente de les amplifier. La soirée avançait et je sentais que l'on m'observait. Pas tous, mais suffisamment. Victoria m'a souri, un sourire poli, presque professionnel. Ma mère s'est approchée, m'a effleuré le bras et m'a glissé quelque chose qui avait le goût de la consolation. C'est l'un des moments où l'on comprend qu'on peut être aimé et pourtant invisibilisé. L'amour n'efface pas toujours les frontières qu'on a posées. Julian m'a offerte sa veste. Ce n'était pas un geste d'ostentation. Il faisait un peu frais et la veste était vraie protection. Je l'ai acceptée par réflexe parce que la douceur d'un tissu sur les épaules est un langage que je comprends. Il a mis sa main sur mon épaule, un contact bref, pas celui d'un prétendant désespéré, mais d'un allié. Ce soir-là, j'ai réalisé que la frontière entre un faux rendez-vous et quelque chose de plus réel pouvait être mince. Un baiser s'est glissé, timide, sur la tempe, un point final à une conversation qui n'avait pas encore commencé. Les jours qui ont suivi le mariage m'ont laissé le goût de champagne un peu collé aux lèvres et l'odeur des fleurs encore dans mes cheveux. Julian et moi avons échangé des messages, d'abord de petites banalités, puis des idées plus longues. Il m'a invité à dîner, pour raconter une histoire, pas pour faire semblant, et j'ai accepté, curieuse de vérifier la solidité de ce contact hors d'un cadre festif. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que son monde professionnel et le mien allaient se heurter, puis s'entrelacer. Au cours d'un dîner sobre, dans un bistrot où l'on sert des plazonnettes, il a parlé de Bennett Health Solutions. Ce nom résonnait à mes oreilles comme une institution inatteignable, une entreprise importante, financée, un réseau capable d'ouvrir des portes que les invitations crème ne pouvaient pas.
Patricia, m'a-t-il expliqué, était la vice-présidente d'un programme interne qui recherchait des fournisseurs capables de fournir des prestations alimentaires pour des événements d'entreprise, traiteurs, desserts, expériences culinaires. Selon lui, Bennett cherchait à investir dans des partenaires locaux offrant qualité et fiabilité, exactement mon terrain. « Je connais Patricia », a-t-il dit en prenant une bouchée. Pas intimement, mais assez pour la présenter à des talents qui valent la peine. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une piste. Il a posé la phrase sur la table comme on pose un ramequin de confiture, simplement, mais avec intention. J'ai senti une résistance immédiate. Je n'aime pas qu'on vende mon travail comme une carte d'identité qui s'échange sans mon consentement. On m'a trop souvent proposé des raccourcis qui masquent la sueur derrière la réussite. Pourquoi m'offrir ça ? Ai-je demandé. Parce que je vous ai vu derrière un pilier, a-t-il alcondu. Parce que je déteste l'injustice quand je la remarque, et parce que j'ai l'impression que votre travail mérite d'être goûté autrement qu'auprès d'une famille qui ne le chérit pas. Il parlait de mon talent comme d'une matière première, non comme d'une marchandise. Et pourtant, l'idée même de ces connexions me mettait mal à l'aise. Était-ce de l'assistance sincère ou une manœuvre indirecte pour m'inscrire dans un réseau où je n'avais pas demandé à entrer ? L'offre portait une ambiguïté morale, un pont possible qui m'obligeait à marcher en accord avec mes principes. Je ne veux pas qu'on pense que j'ai eu un contrat parce que je suis la petite sœur de, ai-je dit en penchant la tête. Je veux que mes desserts parlent pour moi, et ils parleront, a-t-il assuré. Mais il faut parfois un micro pour que la voix soit entendue. Je peux vous aider à trouver ce micro. Ce sera votre nom au centre, pas un crédit pour un autre. J'ai senti une tension franche. Dans son regard, il y avait de l'affection, mais aussi une stratégie. Juliane était un mélange de tactique et d'attention. Ce mélange pouvait être salutaire si on n'en faisait pas une manœuvre sournoise. Je ne suis pas naïve. La visibilité se paye souvent en compromis. Mais j'ai réfléchi à toutes ces soirées où j'avais laissé mes gâteaux parler pour les autres, sans que personne ne me présente. Un micro me donnerait un espace pour que mes créations prennent la parole, sans que je doive crier. Nous avons parlé du comment. Il proposait une mise en relation avec Patricia, peut-être un meeting, une dégustation privée. Rien de plus à ce stade, aucune promesse d'un contrat ferme. Il a insisté sur le principe. Il s'agissait d'une opportunité, pas d'une garantie. Et il a posé un autre point important. Il ne voulait pas que j'accepte par réflexe. Il souhaitait que je garde le contrôle. Si vous voulez, je m'occupe de poser la rencontre. Si vous préférez, je peux aussi rester dans l'ombre et vous donner uniquement les coordonnées. C'est vous qui décidez du degré d'exposition. Sa proposition respectait mes limites autant qu'elle me pressait de choisir. J'ai passé une nuit à peser les possibilités. Mes mains, habituées à travailler le sucre, se sont souvenues des heures où j'avais peaufiné une ganache au cran exact où elle capte la lumière des fenêtres. Les desserts sont des œuvres de patience, et la reconnaissance publique est souvent un pari sur la durée. Est-ce que j'étais prête à parier ? La semaine suivante a été une danse de préparation. J'ai accepté d'organiser une dégustation, mais selon mes termes. J'ai choisi le lieu, mon atelier, nu, sans prétention. J'ai préparé un assortiment qui racontait une histoire. Une tartelette au citron meringué relevée d'une pointe de lavande, des éclairs au chocolat noir avec un cœur légèrement salé pour rappeler la mer, un hommage discret à mes origines, et une pavlova minuscule, aérienne, qui cherchait à inviter la nostalgie sans enfoncer une porte. J'ai ajouté un dessert que j'avais nommé enveloppe crème, une bouchée qui ressemblait à une lettre sucrée, pâte sablée délicate, crème à la vanille infusée à la fève, un voile de gelée pour la surprise. C'était une métaphore emballée, volontairement. Juliane est venue m'aider, pas pour manipuler la mise en scène, mais pour porter des boîtes, assurer que la salle soit approximativement correcte. Il a monté une table stable, posé des serviettes, et sans le vouloir, il a apporté avec lui ce sens de l'efficacité qui me rassurait. Patricia est arrivée comme on arrive à une dégustation professionnelle, précise, sans excès d'ornement, curieuse plus qu'enthousiaste. Elle a goûté en silence, et ses yeux se sont éclairés à des moments, pas à chaque bouchée, mais dans des éclats calculés. Quand elle a posé sa cuillère, elle a demandé « Quelle est la particularité ici ?» J'ai expliqué, calmement, comment je choisissais les produits, le sens de chaque texture, pourquoi j'imbriquais la lavande avec le citron, pourquoi je cherchais des arrière-goûts qui transportent une sensation plutôt qu'un souvenir. Elle a noté, a demandé des précisions sur la logistique, des délais, la capacité à fournir pour un événement corporate. Ce furent des questions de marché, nettes, parfois sèches. Mais elle n'a pas posé une seule fois la question que je redoutais. « Vous êtes la sœur de qui ?» Juliane était là, en retrait, les mains dans les poches, observant sans intervenir. À la fin, il est venu vers moi, et il n'y avait ni triomphe ni soulagement dans son expression, juste une sorte de prudente satisfaction. « Elle va demander un devis », m'a-t-il murmuré. « Ce n'est pas un contrat signé, mais c'est une porte ouverte. » J'ai senti mon cœur battre d'une manière étrange. La porte s'entr'ouvrait, et avec elle, la possibilité que ma visibilité ne soit plus dépendante de l'indulgence d'une famille. Mais il restait une question immense. À quel prix ? Les jours d'atelier suivants ont été intenses. J'ai affiné des recettes, testé des proportions,
repasser encore et encore le même geste pour arriver à l'équilibre parfait entre moelleux et croustillant. Mes mains parlaient mieux que ma tête, et elle me disait qu'une opportunité ne remplace pas le travail. Julian m'a aidé aux heures qui dépassaient la logique. Il est venu chercher des palettes, a aidé à charger des boîtes, à porter des plateaux comme s'il était habitué à cela. Nous avons discuté de la forme sous laquelle nous présenterions Bennett, une dégustation plus grande, peut-être un menu dédié. Il restait prudent, et j'ai insisté pour que Patricia sache qui j'étais, pas seulement le visage qui représente une trouvaille éventuelle. Je veux qu'on sache que c'est moi, pas seulement ce que je fais, a-t-il entendu. Il a hoché la tête. Vous aurez votre crédit, j'en ferai une condition. Je l'ai cru, mais avec une vigilance qui me regarde encore aujourd'hui. On ne contrôle jamais totalement ce que deviennent les choses quand on les porte à la scène publique. Il y a des compromis qu'on accepte et d'autres qu'on repousse. Pour l'instant, l'accord était clair. Il me donnait une opportunité, je l'acceptais sous mes règles. La dynamique entre nous a cédé à une proximité douce. Ce n'était pas une romance dramatique, mais un tissage progressif, des messages envoyés à des heures improbables, des goûters partagés dans l'arrière-boutique, une veste déposée sur mon tabouret un soir de pluie. Son influence n'effaçait pas mon travail, elle l'augmentait. Je me trouvais prise entre la fierté de l'artisan et la nécessité d'être vue. Il y eut des moments de doute, des micro-battements de cœur où je pensais à la fierté blessée, à la colère que mon silence familial avait accumulée. Mais il y eut aussi de longues heures à sentir la ganache chauffer, à goûter la pâte, à observer comment un glaçage bien posé peut faire lever un événement. Victoria m'a appelé une fois. Sa voix, prête à la politesse, contenait une pique déguisée en curiosité. « Alors, Elisabeth, tu travailles pour Bennett maintenant ?» a-t-elle demandé. Sa question était plus qu'une simple curiosité. Elle cherchait à positionner les choses. J'ai répondu honnêtement. « Non, pas encore. Ils ont demandé un devis. »« a-t-elle dit, et dans sa syllabe j'ai reconnu un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Bien, c'est bien. » Il y avait quelque chose de précaire dans ce « c'est bien ». Cela ne sonnait pas comme une fierté retrouvée, mais comme une concession. Je me suis demandé si la perspective de me voir reconnue la dérangeait, non pas par mépris, mais peur qu'un morceau de sa scène lui soit enlevé. Ce n'était pas nécessairement de la méchanceté, c'était l'instant de garder sa propre place. Les rapports familiaux se déplacent, souvent, comme des meubles qu'on pousse à la nuit tombée. On ne sait pas toujours si les traces laissées seront des marques de pas ou des cicatrices. Un matin, alors que je travaillais sur des mini-sparklers destinés à un événement privé, ces petites étincelles qu'on glisse sur un dessert pour une entrée un peu théâtrale, Julien a frappé à l'atelier. Il tenait une chemise froissée et une lettre, le devis préliminaire de Bennett, ébauché par Patricia. La possibilité devenait document. Il demande une présentation officielle, a-t-il dit. Un show culinaire, un menu, des échantillons officiels pour une réunion de leur directeur. L'amplitude de ces mots m'a donné le vertige. Je me suis vue devant une table, des chaises, des visages professionnels, et au centre, mes desserts, comme des témoins. Ma fierté contre la peur de la scène. Je veux faire ça, ai-je dit, mais à mes conditions. Nous avons négocié des détails. Qui porterait quelle responsabilité? Quels éléments seraient mis en avant? Comment mon nom apparaîtrait sur tout document? Julian a insisté pour signer quelque chose, une forme d'engagement qu'il appela « protocole de collaboration ». J'ai voulu lire chaque ligne. Je n'ai pas accepté de me vendre, simplement d'être présentée. Il a accepté, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que la visibilité pouvait être quelque chose qu'on construit sans honte. La tension restait. Comment la famille réagirait-elle quand une institution comme Bennett posait des yeux sérieux sur mon travail? De la part de Victoria, de ma mère, de Grégory, il y aurait probablement une surprise, peut-être même un malaise honoré par l'étiquette. Mais je ne cherchais pas la revanche à la manière d'un spectacle. Ma vengeance, si l'on veut appeler cela une vengeance, était d'être fidèle à mon art et de le voir reconnu. J'ai souvent pensé que la meilleure revanche est de construire une vie trop remplie pour que l'on puisse la réduire à une anecdote. Les jours qui ont suivi la signature du pré-protocole ont été un tourbillon, essais, ajustements, rencontres techniques. J'ai passé des nuits à évaluer la proportion de sucre, à tester la tenue d'un glaçage face à une lumière de scène. Julian a négocié des espaces logistiques avec Patricia, tandis que je peaufinais des recettes. Nous avons parlé, parfois longuement, des implications. Comment rester authentique quand on travaille pour un grand client? Comment garder la voix de son art dans un cadre corporate? Les réponses n'étaient jamais simples, mais la décision d'avancer était la mienne. Un soir, en rentrant de l'atelier, j'ai vu la maison familiale éclairée, comme un phare trop familier. Je me suis arrêtée un instant, la veste de Julian sur les épaules,
et j'ai laissé la rue m'ensevelir de son anonymat. J'ai pensé à la colonne blanche du mariage, à la façon dont elle m'avait cachée, et j'ai senti qu'elle n'était plus tout à fait la même. Certaines pierres prennent la couleur du temps, d'autres sont marquées par ceux qui s'y heurtent. Je me suis préparée, alors, à rendre visible une partie de moi que ma famille avait négligée. Pas pour les faire pâlir, pas pour les humilier, mais pour exister autrement. Julian n'était pas un héros, il n'était un homme qui avait proposé de tendre une main. Je restais responsable de mes recettes, de mes heures, de mes choix. Et c'est sur cette ligne de crête que je me suis engagée. Pas une revanche venimeuse, mais une affirmation têtue de mon métier et de ma valeur. La première partie de notre chemin s'est terminée sur un matin où j'ai fixé la vitrine de la pâtisserie. Les croissants brillaient dans leur fourrure beurrée. La lumière du jour tombait en tranches sur la farine. Et je me suis demandé si la ville me reconnaîtrait lorsque Bennett ouvrirait ses portes à mon travail. Derrière moi, un pilier avait longtemps servi d'abri. Devant moi, il y avait une porte à pousser, non sans peur, mais avec la certitude qu'on ne peut pas abandonner sa propre recette. Le jour de la présentation officielle s'est levé comme une pâte qu'on a laissée trop longtemps sous un torchon, pleine de promesses, tendue par l'attente. Je me suis levée avant l'aube, les doigts déjà en mémoire des gestes familiers, parce que la peur ne m'a jamais réveillée seule. Elle arrive toujours accompagnée d'une sorte d'énergie qui pousse à préparer mieux. La vitrine de la pâtisserie reflétait la lumière froide du matin. J'ai mis une playlist discrète, des morceaux qui ne distraient pas, mais qui tiennent compagnie aux gestes répétitifs. Lavande en infusion sur le coin du plan de travail, une cuillère de vanille fraîche grattée pour parfumer la crème, les feuilles de menthe prêtes pour une finition. Tout ce qui pouvait être anticipé l'a été. Les détails étaient mes lignes de défense. Julien est arrivé avec des boîtes et une patience qui avait l'air d'une stratégie douce. Il portait la même veste que lors du mariage, usée un peu plus maintenant, comme si elle avait pris la forme de son corps et de ses actes. Il avait aussi un dossier, des feuilles imprimées, des noms, et un soin qui ne sonnait pas comme de la vantardise. Nos échanges étaient courts, précis, il respectait mon rythme, et je ressentais cela comme un luxe. Dans la cuisine, il a pris la commande des tâches ingrates, nettoyer, charger, transporter, assurer que la logistique ne vienne pas entacher la création. Je lui ai laissé ces lignes sans perdre un battement, parce que je savais que je devais garder la concentration sur la texture d'une crème qui ne pardonne pas l'inattention. Nous avons préparé des plateaux pour la présentation, une version plus sophistiquée de la dégustation initiale, pensée pour des palais exigeants et des regards critiques. J'ai créé des portions calibrées comme des arguments, la tartelette citron lavande avec un micro-zeste de sel qui faisait lever une bouche, les éclairs chocolat sel avec une ganache dense qui restait nette sur la langue, des mini pavlova coiffés de framboises et de fleurs de souci. J'ai emballé quelques enveloppes crème dans des petites boîtes écrues, comme une promesse pliée. Les sparklers étaient rangés à part, un secret scintillant pour la fin éventuelle, au cas où la mise en scène aurait besoin d'un peu de théâtre. Le trajet vers Bennett était une parenthèse où le quotidien d'artisan se heurtait au monde des processus et des plannings. Julien a pris le volant avec une manière calme. Nous avons peu parlé, préférant écouter la ville se dérouler en banlieue et en quartier d'affaires. Il m'a posé une main sur la cuisse, un geste court qui disait « Je suis avec vous », sans imposer. J'ai senti que, malgré tout, l'enjeu dépassait la peur du micro. Il y avait la possibilité que ma cuisine soit lue par d'autres selon des codes qui n'appartiennent pas aux pâtissiers. Le défi n'était pas seulement de plaire, il était de se faire comprendre. Le hall de Bennett sentait le cuir poli et le café bureau, une atmosphère d'endroit où l'on décide des choses par consensus. Patricia m'a accueilli dans un salon vitré, où la lumière donnait aux plantes un air de décor bien entretenu. Elle était précise, comme la première fois, mais son visage portait une attention moins distante. Elle m'a serré la main avec une fermeté qui n'excluait pas la curiosité. Autour de la table, des directeurs se faufilaient dans les conversations, vérifiant des agendas, effleurant des téléphones. Le public était composé de gens habitués à évaluer le risque, à poser la question « comment ?» avant « pourquoi ?» C'était un milieu où ma poésie culinaire devait se traduire en chiffres et en fiabilité. J'ai installé les plateaux sur une longue table blanche et la mise en place a elle aussi été une performance. La manière dont une pièce est disposée change la perception de ce qui y est posé. J'ai choisi des assiettes sobres pour que le dessert ne se batte pas avec la vaisselle. J'ai demandé qu'on tamise légèrement la lumière au moment de la dégustation. La texture d'un glaçage se lit mieux quand les faux reflets s'apaisent. Patricia regardait, posant des questions techniques sur la durée de conservation, la logistique de transport, la possibilité de reproduire à plus grande échelle. Je répondais avec la même honnêteté que quand j'explique un procédé à un commis. Rien d'artificiel, tout d'enchaînement logique. La dégustation a commencé.
Les premières bouchées se sont succédées dans un silence professionnel, où les visages traduisent des données. J'observais les réactions comme on lit la cuisson d'un biscuit. Un froncement de sourcils, un regard qui s'éclaire, un hochement de tête discret. À un moment, un directeur a murmuré quelque chose sur la cohérence des ingrédients, et Patricia a posé la question cruciale. Qui est derrière ces recettes? J'ai senti la main de Juliane, légère sur mon dos, comme si elle me rappelait d'être ferme. C'est moi, ai-je dit. Elisabeth, de la pâtisserie du Lierre. Je fais les recettes, je gère la production, et j'assure la traçabilité. Il y a eu un silence qui n'était pas froid. C'était ce silence qui écoute. Une femme du comité a demandé si je pouvais tenir le volume demandé pour un déjeuner de 200 personnes. J'ai répondu avec les chiffres, les approximations, les méthodes d'organisation, un banc de production, des cuves supplémentaires en sous-traitance, des plans de livraison. Mes réponses étaient techniques parce que la confiance se bâtit sur la logique. On ne s'emballe pas avec des mots, on présente un plan. Quand j'ai fini, Patricia a hoché la tête, mais d'une manière qui n'était plus interrogative. « Nous aimerions vous proposer un pilote, dit-elle, un événement interne pour tester la capacité. Si tout va bien, nous envisageons un partenariat pour l'année. » La phrase a atterri avec la densité d'un gâteau qui tient. Elle ne promettait pas la gloire, mais elle ouvrait un boulevard que je n'avais que frôlé pendant des années. J'ai senti une joie qui n'était pas la connaissance d'un succès immédiat, mais plutôt le confort d'un chemin sensible. « D'accord, dis-je, nous mettrons en place un protocole, des délais, et je vous enverrai un devis détaillé. » Patricia a souri, et c'était un sourire qui reconnaît le détail. Juliane s'est permis un soupir de soulagement, comme si un mur venait de s'éloigner. Mais il y avait autre chose. La proposition comprenait la diffusion de mon nom dans les communications de Bennett autour de l'avènement. J'ai senti le monde familial me revenir en tête, l'impression que mon nom était une note de bas de page, et cette fois, la note allait figurer sur la première page. J'ai remercié, sans lyrisme, parce que je savais qu'il fallait transformer cette porte ouverte en travail rigoureux. La préparation du pilote a été une course propre, méticuleuse. J'ai recruté 2 aides temporaires, ajusté le planning de l'atelier, vérifié 3 fois les fournisseurs. Julian a pris en charge la coordination logistique avec Bennett. Il a négocié un timing de livraison qui évitait les heures de pointe, organisé l'accès à la cuisine satellite. Il a proposé aussi de mettre en avant mon nom dans la communication interne, un point qu'il avait veillé à placer dans les termes de l'accord. Je l'ai remercié, mais je lui ai rappelé la limite, pas de show sans voix. Il a acquiescé et a même insisté pour que je sois celle qui fera la présentation devant l'équipe de Bennett, car il savait que la crédibilité viendrait de l'authenticité. Le jour du Pilate, nous sommes arrivés tôt. J'ai assemblé des stations de service comme on compose une page. Douceur chaude sortant au moment opportun, signalétique discrète avec mon nom, petit carton expliquant les ingrédients, la provenance et pourquoi j'avais choisi telle combinaison. Il y avait une table avec des enveloppes crème, présentées comme une invitation à lire une lettre gustative. J'ai placé une petite carte sur chaque plateau, pâtisserie du Lierre, Elisabeth Martin. Voir mon nom imprimé à côté de mes créations était comme poser une signature à l'encre chaude. La dégustation s'est déroulée sans heurte majeure. Les directeurs ont posé des questions précises sur la répétabilité, la durabilité des emballages, les coûts. J'ai répondu avec des chiffres, des options et une honnêteté qui rassurait. À la fin de la session, Patricia s'est levée. « Ce qui m'a frappée, dit-elle, c'est la cohérence entre l'idée et l'exécution. On sent une sensibilité derrière chaque choix. » Nous allons aller de l'avant pour un pilote plus grand. Quelques applaudissements polis ont suivi. Mais ce n'était pas cela que je cherchais le plus. Ce qui comptait était que mon nom soit cité. Patricia l'a fait en mentionnant explicitement la pâtisserie du Lierre et en me demandant de rester pour discuter logistique. Ce petit acte public changeait la donne. La nouvelle a fait un petit tour interne qui a suffi pour que l'on commence à s'intéresser autrement à mon travail. Après le pilote est venu le contrat. La signature a été un moment d'adrénaline froide. Documents, conditions, délais, points d'assurance qualité. Julian s'est montré prévoyant, vérifiant chaque clause, mais sans jamais masquer le fait que la personne qui signerait ce contrat serait celle qui le produirait. J'ai eu soin d'inscrire une clause simple. Mon nom et mon entreprise seraient crédités sur toute communication liée à l'événement, et je conserverais le contrôle de la ligne créative. S'il y avait un compromis, il serait discuté et accepté par moi. Julian a fait valider cela par Patricia. Elle a respecté la demande. Ce n'était pas de la manipulation, c'était du droit à la paternité artistique. Quand la nouvelle du contrat a rejoint la famille, la réaction a été une partition à plusieurs voix. Victoria a envoyé un message, mesquin à peine voilé d'intérêt, un emoji apparemment nonchalant suivi d'un « Félicitations, c'est impressionnant ». Ma mère a appelé, sa voix oscillant entre fierté et calcul. « Nous sommes contents pour toi, ma chérie ».
J'ai senti derrière son timbre la même habitude qu'elle avait eue de considérer mes réussites comme des accessoires de conversation. J'ai choisi la neutralité. La victoire, je l'ai compris longtemps avant, ne commence pas avec un titre. Elle naît dans la capacité à ne pas laisser les autres décider qui vous êtes. Le premier grand événement officiel de Bennett a été une soirée de charité, une mise en lumière pour les partenaires et les équipes. Ils avaient demandé un menu spécial, et moi j'ai proposé un dessert qui raconterait une histoire. La mienne, celle d'une pâtissière qui travaille avec des ingrédients honnêtes et qui veut créer une petite magie. J'ai pensé aux sparklers comme on pense à un point final, un éclair qui draw attention, mais qui ne remplace pas la qualité. Nous avons travaillé pendant des semaines, testé les recettes sous lumière de scène, ajusté les textures pour qu'elles tiennent le coup pendant le service. Le soir venu, la salle du gala était baignante d'or et de voix. Les tables portaient des marque-places, et j'ai cherché le mien comme on gâte une lumière dans le brouillard. Mon nom figurait sur un grand panneau discret près du buffet. Dessert fourni par Pâtisserie du Lierre, Elisabeth Martin. Voir cette inscription en letterings propres m'a donné un vertige doux. Les clients arrivaient, les directeurs discutaient de chiffres, et les assiettes sortaient avec une chorégraphie que nous avions répétée jusqu'à la morsure. Je me tenais en coulisses, savant et torchon, regardant comment l'équipe servait. Julien était à mes côtés, et pour la première fois, je n'ai pas senti qu'il m'amenait vers quelque chose. Il était juste présent. La musique montait, et à un moment, Patricia a demandé à dire quelques mots. J'ai senti le cœur me battre d'un rythme qui n'était pas celui des fourneaux, mais de la scène. Elle s'est levée, a pris le micro, et a commencé à parler du partenariat, de l'importance de soutenir les talents locaux. Et puis elle a nommé mon travail. Nous sommes fiers d'annoncer un partenariat avec la Pâtisserie du Lierre, a-t-elle dit. Elisabeth Martin a su créer des desserts qui racontent des histoires et respectent nos contraintes. Ce soir, elle est notre partenaire et notre prestataire pour la saison. Il y a eu un léger applaudissement, poli mais significatif. Je me suis avancée, Julien tendant la veste que j'ai prise comme un talisman. La salle m'a regardée comme on regarde un tableau dans un musée, certains avec curiosité, d'autres avec un intérêt calculé. Au micro, j'ai senti la chaleur, et la voix qui m'a sortie des cuisines était la mienne, pas celle d'un porte-parole, pas celle d'un arrangeur. « Merci », ai-je dit. « Je fais des desserts parce que je crois que la nourriture peut rappeler des choses bonnes en nous. Je m'appelle Elisabeth et je fais la Pâtisserie du Lierre. Ce que nous proposons ce soir, ce n'est pas seulement du sucré. C'est une manière de raconter un soin. Nous travaillerons avec Bennett pour créer des moments où les équipes peuvent se retrouver autour de cela. » C'était bref, honnête. J'ai évité la grandiloquence. Les gens ont applaudi. Certains se sont approchés pour me demander des cartes, d'autres pour savoir si je pouvais livrer à une date donnée. Ma mère était là, près de Victoria et Grégory. Le regard qu'elle a posé sur moi n'était ni chaud ni froid, il était chargé d'un recalcul. Victoria m'a observé, une expression difficile à lire. Il n'y avait pas d'apothéose familiale, pas de bras qui se lançaient pour me serrer. Il y avait un respect contraint, qui n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance acquise. Après la présentation, la soirée a continué avec un service sans incident majeur. Les assiettes avec mes desserts ont circulé. La tartelette citron-lavande a provoqué de petites exclamations, les éclairs ont eu des hochements de tête approbateurs, et les enveloppes crème ont été photographiées comme des reliques délicates. Les sparklers ont été allumés au moment du dessert principal, des petites étincelles qui semblaient faire tomber la salle dans un silence respectueux. Les flashs sont apparus, et j'ai surpris un sourire qui venait de l'intérieur, un rire bref entre Julien et moi. Ce n'était pas la scène d'un film. C'était la certitude qu'un travail bien fait a sa rétribution. La famille a réagi de manière variée. Ma mère, après la soirée, m'a envoyé un message court, « Fière de toi ». Victoria m'a adressé un texto plus long, d'abord poli, puis plus personnel. « J'ai vu, tu as bien travaillé, félicitations. On pourrait parler ?» J'ai lu ces messages avec une prudence de pâtissière qui démoule, attendre que l'extérieur soit pris avant de baisser la garde. J'ai répondu avec simplicité. « Merci, on peut discuter. » Ce « on » était une ouverture, pas une promesse de régénération immédiate. La reconnaissance professionnelle a changé l'équilibre. Les clientes ont commencé à affluer après la mention de Bennett sur leur newsletter, des entreprises locales ont demandé des propositions et la presse locale a fait un article sur la jeune femme dont les desserts avaient été choisis par une grande entreprise. Mais le changement principal était intérieur. Je ne dépendais plus uniquement des miroirs familiaux pour me voir. Ma valeur n'était plus une question que ma mère tranchait à la table. Je la constatais dans le regard de personnes dont l'économie n'est pas mesurée par l'étiquette. La relation avec Julian a évolué en parallèle, mais pas sans tension. Il a eu des initiatives que j'ai dû recadrer, des petites mises en avant planifiées sans m'en parler, des phrases qu'il a dites à des journalistes pour contextualiser notre collaboration. À chaque fois, j'ai rappelé la limite. Je ne voulais pas qu'on parle de moi comme d'un trophée, ni que l'on déplace mon récit pour flatter une narration plus spectaculaire. Julian a écouté.
Il n'était pas parfait dans sa manière de gérer le monde, il était plutôt prompt à agir, parfois sans attendre le consentement complet. Mais il apprenait, et surtout, il respectait mes choix quand je les posais fermement. Nous avons eu des conversations franches sur la façon dont il devait intervenir dans mon travail. Je l'ai aimé pour son altruisme, mais je l'ai aimé aussi parce qu'il acceptait mes exigences. Il y a eu une scène particulière, un après-midi pluvieux où Victoria est venue à l'atelier. Elle avait laissé la coiffure parfaite pour une robe plus sobre, comme si elle avait pensé que la visite nécessitait un costume. Elle a demandé à entrer et à regarder autour, les yeux glissant sur les bocaux d'épices, les balances, la farine en sac empilée. Il y avait une hésitation dans son attitude, pas de mépris, mais un mélange d'étonnement et de maladresse à l'idée d'entrer dans le domaine que j'occupais depuis des années. « Tu as fait tout ça ?» a-t-elle demandé, sincère malgré elle. « Oui » ai-je répondu. « C'est mon travail. » Il y eut un silence, où se jouent les choses qui ne se disent pas. Puis elle a avoué, d'une voix basse. « Je ne pensais pas que, je veux dire, papa, maman ont toujours parlé comme si nous avions les mêmes chances. Ils ont vu en toi une qualité différente. » Elle parlait comme quelqu'un qui reconnaît, enfin, ce que ses propres yeux n'avaient pas voulu mesurer. Je n'ai pas cherché à l'humilier. Ce n'était pas mon but de la blesser. Ce n'est pas une compétition, lui ai-je dit. Mais je comprends que ça t'inquiète. Victoria a baissé la tête. J'ai eu peur d'être moins aimée quand tu as commencé à être visible autrement, confessa-t-elle. Ce n'est pas rationnel. Je l'ai regardée, et pour la première fois cet après-midi-là, je l'ai vue comme une personne qui porte ses propres insécurités. Ses gestes étaient encore pleins de la grâce apprise dans des répétitions familiales, mais je ne l'ai pas détestée. Nous avons parlé longtemps, de choses pratiques et de leur peur silencieuse de perdre quelque chose. Nous avons établi, maladroitement, des frontières et des ponts. Elle n'a pas demandé pardon pour tout ce qui avait été, et je n'ai pas exigé une réparation spectaculaire. Le changement que je désirais n'était pas une confession forcée, c'était une reconnaissance sincère, lente. Ma mère, elle, a eu besoin de temps. Elle a glissé dans la fierté, à sa manière, des compliments mesurés, des commentaires auxquels il manquait souvent une émotion franche. Nous avons eu une conversation où elle m'a dit, sans phare, qu'elle avait eu peur que mes ambitions changent notre famille. Je lui ai répondu que le monde de chacun pouvait changer sans que l'on soit ruiné. Elle a écouté et a touché ma main d'un geste timide. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire, c'était un déplacement, petit et significatif. Dans une famille, les places bougent comme des meubles, parfois on trébuche fin déplacement, mais au moins la pièce se réorganise. Professionnellement, la suite a demandé du sang-froid et du travail. Le partenariat avec Bennett a débouché sur d'autres opportunités. Événements internes, buffets, collaboration. J'ai embauché une pâtissière de confiance pour m'aider à tenir la cadence. J'ai investi dans une petite machine qui me permettait de lisser les glaçages à plus grande échelle. Chaque pas en avant était le fruit d'un calcul. Je ne voulais pas perdre la main sur la qualité au profit d'un volume vide. La croissance, je l'ai voulue lente et fidèle. Julien et moi avons trouvé un rythme. Ce n'était pas la romance éclatante que l'on voit dans les films, mais quelque chose d'assez solide pour que l'on puisse discuter de projets communs. Nous parlions d'un futur modeste, un appartement avec une cuisine assez grande pour 2 travailleurs, des week-ends où l'on irait marcher dans un coin de campagne, des moments où l'on permettrait à la vie de ne pas être contrôlée par une planification. Nous étions 2 personnes dont les métiers demandaient de l'attention, et nous apprenions à nous la donner l'un à l'autre sans s'annuler. Le pilier qui m'avait caché au mariage est resté une image qui revenait parfois, comme une cicatrice qui rappelle une histoire, mais elle avait perdu son pouvoir. L'enveloppe crème que j'avais ténue, d'abord offusquée, était devenue une métaphore. On peut être plié dans un coin, mais on peut aussi se déplier et livrer un contenu. La veste de Julian était devenue un symbole modeste, pas une possession qui me définit, mais un geste de partage. Les sparklers que j'avais gardés pour la mise en scène du dessert n'étaient plus une démonstration, ils étaient une ponctuation lumineuse à un travail solide. Un soir, quelques mois après le gala, nous avons fait un petit dîner pour célébrer une nouvelle commande. Nous avons mis des assiettes simples, ouvert une bouteille que nous n'avions pas l'habitude d'acheter, et j'ai allumé une petite bougie sur le coin de la table. Julian a posé sa main sur la mienne, et au lieu de raconter comment il m'avait sauvée, il a parlé de la manière dont il avait vu ma détermination. « Tu as pris les choses à cœur, dit-il. Tu as insisté pour garder ta voix. Ça m'a appris à ne pas remplacer les autres. » Je l'ai regardée reconnaissante. Il n'était pas un prince, il était l'homme qui avait choisi d'être là et d'apprendre à écouter. La reconnaissance publique n'efface pas tout. Il y a toujours des traces d'anciennes places et des silences qui demandent du temps pour être comblés. Mais lorsque je passe la porte de la pâtisserie et que la farine se soulève en nuages dorés, je sens une présence plus large que seule une famille. Des clients me sourient, des collègues me reconnaissent, et parfois Victoria vient acheter un croissant par curiosité. Nous travaillons côte à côte, non pas comme des rivales, mais comme 2 femmes qui apprennent à négocier leurs espaces. La meilleure revanche, comme je l'ai dit plus d'une fois depuis, n'a pas été de faire tomber quelqu'un. Elle n'a pas été un triomphe sarcastique sur une scène publique. Elle a été la construction patiente d'une vie où la qualité remplace la revanche.
c'est la capacité de ranger ses outils et de savoir que l'on a fait ce qu'il fallait. Des recettes soignées, des contrats signés, un nom qui figure sur un panneau et des gens qui appellent pour réserver. C'est aussi la liberté d'être dans une relation qui ne vous annule pas. Julian a eu un rôle. Son geste initial a été la petite étincelle. Le feu s'est allumé parce que je l'ai nourri. Il reste des choses à régler, des conversations à tenir autour d'un café, des ajustements dans la famille, des moments où la visibilité peut mettre à l'épreuve la simplicité que je chéris. Mais je sais maintenant que mon art parle et que la reconnaissance se construit, tranche après tranche, comme un millefeuille dont on prépare chaque couche. Parfois la nuit, je repense à la colonne blanche du mariage. Je la vois dans un coin de la mémoire, mais elle ne me protège plus comme un abri. Elle est devenue un repère, un endroit d'où je suis partie. J'ai appris qu'on peut vivre dans un monde qui essaye de vous mettre dans l'ombre et qu'on peut, avec patience et colère transformées en travail, retrouver sa place au milieu de la table. Les gens peuvent changer de regard. Parfois, ils ne le feront jamais. La victoire ne doit pas dépendre d'eux. Si vous vous êtes déjà senti invisible, derrière un pilier, dans une salle, à une table familiale, je voudrais que vous sachiez que la visibilité n'est pas toujours un éclair de vengeance. Elle peut être une lumière que l'on allume progressivement, un micro que l'on se tend soi-même, des mains qui s'occupent de ce qui vous définit. La meilleure revanche est d'être vu pour ce que vous êtes réellement et de rester fidèle à cela. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Racontez une fois où vous vous êtes senti invisible et comment vous avez trouvé votre place. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres récits où la cuisine, l'amour et la dignité se mêlent pour redessiner des vies. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Et peut-être à la prochaine dégustation, je vous offrirai une enveloppe crème, une petite lettre sucrée qui vous dira ce que je n'ai pas su dire au premier regard.